la voix aux sans-voix, c'est-à-dire à toutes les femmes, apprenantes, enseignantes, précaires, fortunées, nues ou revêtues de leur dignité. C'est donc un petit pas pour ma personne, mais un grand pas pour la féminité. Je vous prie d'acclamer, monsieur le directeur. Donc, en fait, il vient pour la première fois dans l'histoire de notre établissement, qui est né en 1971, de donner la parole au deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc, vous comprenez que malgré tout, il est malaisé pour moi d'intervenir à la suite de brillants esprits qui m'ont précédé et qui sont assis là. Le professeur Emmanuel Ponty, le professeur Emmanuel Woyou, le professeur Alain Didier Olinga, le professeur Stéphane Ouanza et tant d'autres. Le contexte qui s'impose au discernement de nos esprits aujourd'hui sur cette colline perchée d'Obili est bien celui de la pandémie de Covid-19 qui retranscrit la perplexité des relations internationales, surtout africaines. Donc, pour introduire ce thème, Covid-19, une pandémie au prisme des relations internationales africaines, une clarification préliminaire s'impose. D'abord, Covid. On dit le Covid, la Covid. Nous le savons tous. L'histoire de l'humanité est rythmée par l'émergence de nombreuses épidémies. Il y a eu les grippes espagnoles au Moyen-Âge, on a eu les grandes pestes, on a eu les épidémies de choléra et pas longtemps, on a eu le virus d'Ebola qui a causé 11 000 décès en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Et d'ailleurs, au mois d'octobre 2021, nous avons eu une épidémie de choléra dans notre ville ici, la ville des 7 collines. Autant le dire, cette pandémie a l'air de ressembler aux autres, mais elle est très différente. Pourquoi? Parce qu'elle comporte des aspects nouveaux, jamais vus auparavant, du point de vue de son rythme, du point de vue de son mode de diffusion, et surtout par son extension mondiale effrénée, rapide. Nous sommes dans un monde de 7,5 milliards d'acteurs. Et nous le savons tous, cette crise sanitaire a déclenché un précédent dans l'humanité. Parce que juste après ses premières manifestations, elle avait déjà fait 170 000 morts dans les pays qui profitaient le plus de la mondialisation, avant de venir s'étendre dans nos périphéries africaines. Donc, elle a frappé rapidement et surtout, elle n'a épargné personne. Sur le plan psychologique, elle a entraîné des paniques, elle a entraîné des traumatismes sociaux et, disons-le clairement, une dépression économique à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les virus ne tiennent pas compte des frontières. Dans un monde qui s'est retrouvé interconnecté de manière unique, mais surtout de manière mortelle. Ça veut dire que de manière synthétique, je dirais que tous les pays du monde partagent la même histoire relativement au Covid, mais à des chapitres différents. Ce qui m'amène au concept de relations internationales africaines. C'est un concept que personnellement je situe à la confluence du droit international auquel j'appartiens, heureusement ou malheureusement, et de la science politique, et qui renvoie à un ensemble de réseaux, d'interactions entre les acteurs politiques, économiques, socio-culturels africains, rapports qu'ils tissent entre eux-mêmes, mais aussi rapports qu'ils entretiennent avec le monde extérieur, par le biais de canaux spécifiques, dont celui qui va retenir notre examen aujourd'hui, c'est-à-dire la Covid-19. Ceci nous amène à quoi? À tenter de discerner quelle est la condition de l'Afrique face à la pandémie. Et vous voyez que quand j'utilise le terme condition, c'est un terme qui en soi reflète déjà une sorte de passivité. Parce que j'aurais préféré utiliser le terme posture, plus dynamique. Donc, ça m'amène un peu à penser à Pascal Boniface, qui explique que désormais,
le monopole sur les relations internationales, jusque-là détenu par le Nord, est en train de basculer progressivement vers le Sud, c'est-à-dire vers nous. Et puis quand on regarde les indicateurs épidémiologiques et sociodémographiques de l'année 2020, on se rend compte que notre continent, qui abrite 17% de la population de la planète, n'a finalement été contaminé qu'à un taux de 3,3% et un taux de létalité de 2,3% en décembre 2020. Ça veut dire que d'une certaine manière, on pourrait penser que l'Afrique a été relativement épargnée en comparaison avec d'autres continents comme l'Europe, l'Amérique, etc. Certains parlent de succès. Je l'envisage plutôt comme une forme de succès par omission. Puisqu'en fait, d'une certaine manière, nous les Africains, nous avons démenti la bombe à retardement qu'avait prédit le secrétaire général de l'ONU, qui se présentait comme une sorte de pitié devineresse de mauvaise aloi. Oui, oui. D'ailleurs, on a trouvé tous des justifications à cette situation. Pourquoi l'Afrique est épargnée? Oh, le rôle du climat, la rencontre fréquente avec d'autres virus, due à l'insalubrité de ces nègres africains, les décès non déclarés, la rareté des tests et la faible connectivité internationale, sauf si on ne pense pas à des pays ultra connectés comme l'Afrique du Sud, Casablanca, Addis Abeba, qui sont des hubs régionaux. Mais de toute façon, on ne peut pas nier qu'il y ait une accélération de la progression du virus qui a commencé dans la quinzaine du mois de mars 2021 et qui a fini par en faire, même pour nous, une réalité palpable. Donc, dans cette perspective, alors, il m'a fallu, après beaucoup d'indécisions, choisir avec quelle loupe, celle du professeur, celle de la médiatrice pour la paix ou celle de l'avocat, discerner cet épique questionnement. Quel est l'impact de la COVID-19 sur les relations internationales africaines? Alors, le public prête souvent à chacune de ces vocations, professeur, avocat, diplomate, un pouvoir d'influence, admiré ou jalousé, vanté ou suspecté. Mais il me permet ici, en tant que professeur, le professeur c'est le serviteur de la science, l'avocat c'est le défenseur de la vérité, et la médiatrice pour la paix, la servante de l'espoir, de faire comme Gigi, c'est-à-dire de rejeter ce que je ne choisis pas. Ça m'amène à une logique binaire juridique classique, et surtout atavique, de deux mouvements de pensée par rapport à ce sujet. Le premier, c'est qu'on se rend compte très clairement que la COVID-19 est un amplificateur des logiques de compétition, de domination et d'inégalité entre les acteurs internationaux. Ça, c'est la première tendance. Et la deuxième tendance nous montre très clairement que la COVID-19 est paradoxalement aussi un espace de déploiement des logiques de solidarité et une opportunité d'affirmation pour ceux qu'on a toujours considérés comme les marginalisés et les parias de la planète. De quoi s'agit-il? Quand on parle de Covid-19 comme amplificateur des logiques de compétition et de domination, en fait, on voit très clairement que le Covid-19, dans un premier temps, est un incubateur des inégalités socio-économiques très fort. Je m'explique. C'est un virus qui a mis en lumière une véritable épidémiologie économique et sociale. Certes, l'impact sanitaire de la crise a été moindre pour l'Afrique par rapport au reste du monde, mais il y a eu un impact économique qui résulte des mesures restrictives qui ont été prises au niveau local dans la plupart des pays pour contenir le virus et qui ont eu comme effet la chute temporaire de la demande mondiale de matières premières, pétrole, minerais, produits agricoles, la chute de biens manufacturés et de services, plus de tourisme, plus de transport aérien et l'impact de la pandémie très fort sur les échanges interafricains. Donc quand on regarde les projections du Fonds monétaire international en octobre 2021, on dit que nous, États africains, nous allons connaître des taux de croissance négatifs en 2021 et nous allons retrouver nos PIB d'avant-crise
seulement en 2023. Ça veut dire que la situation n'est pas forcément enviable sur le plan économique. Elle ne l'est d'ailleurs pas plus pour les pays d'Afrique du Nord que nous, pays subsahariens, puisque les pays exportateurs de pétrole, comme l'Algérie et la Libye, ont aussi été confrontés, du fait de la pandémie, à une chute brutale de l'or noir au premier semestre 2020. Et on a vu que des pays comme le Maroc, la Tunisie, ils ont vu leur demande de biens et de services baisser, puisqu'ils avaient comme traditionnels clients des pays comme l'Union européenne, la Turquie et les pays du Golfe. Donc, cela va sans dire. Ces mesures ont entraîné une crise économique et sociale qui a d'ailleurs créé une certaine exaspération dans le chef de certaines populations. On l'a vu au Nigeria, vous le savez tous. Les grandes villes du pays ont été les témoins d'importantes manifestations émeutes au mois 2020 pour protester contre ces effets du Covid qui tuent, en disant on préfère d'ailleurs mourir du Covid que de mourir de faim. Donc finalement, on peut se dire que nos États doivent faire attention parce que ces contestations sociales ne sont pas totalement éteintes et il faut savoir gérer cette crise. Donc vous voyez bien qu'après ces inégalités sur le plan socio-économique, le point majeur, c'est que le Covid-19 a assuré un tournant dans la reconfiguration géopolitique des relations internationales africaines. Il a modifié les rapports de puissance. Cela est clair. Parce qu'en fait, il a marqué l'enracinement profond de tendances de méfiance, de repli identitaire, caractérisé désormais par l'émergence, je dirais même l'érection, de nationalisme fort. Et cela se voit à travers trois phénomènes que je vais aborder très rapidement. On voit qu'il y a une réorientation du phénomène de la mondialisation. C'est-à-dire qu'en fait, la mondialisation, c'est un phénomène qui est antérieur à l'éruption du Covid, mais on voit que ce procès-là, le procès de la mondialisation, il a été ravivé avec la pandémie. Bon, on ne va pas refaire un peu des définitions ici, mais la mondialisation, globalement, c'est une accélération des mouvements et échanges d'êtres humains, de biens, de services, de capitaux, mais aussi de pratiques culturelles. Mon avis est que la crise sanitaire n'a pas débouché sur la démondialisation, contrairement à ce qu'on dit. Mais, d'une certaine manière, elle met en lumière, concernant nous, les pays africains, plusieurs perspectives. La première, l'inclusion. L'inclusion de l'Afrique dans un système qui n'est pas seulement régionalisé désormais, mais qui est global. Et qui dit global dit inégal. Ça veut dire que les inégalités socio-économiques vont conditionner l'agenda sanitaire sur notre continent. Donc d'abord l'inclusion. Ensuite, l'interdépendance. Finalement, c'est un phénomène qui s'avère un peu douloureux pour nous autres Africains, dont la modernité qui a été postérieure au soleil des indépendances, dont parle Nkrumah, ne nous est pas toujours bénéfique. Quelque part, ce soleil est en train de nous brûler. Parce qu'on se retrouve quelque part un peu axé sur le tropisme du fétichisme métaphysique de la souveraineté. On voit d'ailleurs que les pays les plus contaminés sont les pays les plus connectés, c'est-à-dire le Maroc, l'Afrique du Sud, qui affichent des taux de prévalence de 32%. Inclusion, interdépendance, mobilité des personnes. Il va sans dire qu'elle a été obérée en temps de Covid, mais elle demeure relative. Les frontières de Nouvelle-Calédonie, j'officie en 2020, sont les premières à être fermées au monde. Mais malgré cela, aujourd'hui, on compte plus de 10 000 cas de Covid en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que la mobilité, la fermeture des frontières n'empêche pas la progression de la pandémie. Ça doit être clair pour tout le monde. Et puis enfin, on parle toujours de mobilité des personnes. Mais il y a la mobilité des imaginaires. Ce qu'on est en train de faire là. La mobilité des imaginaires, puisqu'à travers les réseaux sociaux, nous Africains, nous sommes désormais insérés dans un contexte où tout le monde voit tout le monde et où la distance ne peut plus rien occulter. Donc, en dépit de toutes ces interdépendances globales,
On analyse, on voit bien qu'il y a un troisième mouvement qui est très fort. Et le plus intéressant, surtout pour les juristes, c'est qu'on a un affermissement de l'interventionnisme étatique. Disons-le clairement, les pulsions de compétition exacerbées par la pandémie ont entraîné une consolidation du rôle des États africains qui ont tenté de mettre en œuvre des techniques, des politiques de riposte gouvernementale. Et ce n'est pas une problématique nouvelle. On la retrouve dans le Léviathan de Hobbes 1651. Puisque la vie en temps d'épidémie, déjà à l'époque, posait un problème qui est analogue à celui de l'état de nature que décrivait Jean-Jacques Rousseau. Ça veut dire comment faire valoir nos droits, nos libertés, lorsque autrui, l'autre, se présente comme une menace pour nous. Fut-elle imaginaire? Donc finalement, dans l'état de nature de Hobbes, c'est pareil que maintenant. Lorsque chaque être humain est juge de ses moyens de conservation, on peut basculer dans l'état de guerre généralisé. On se rappelle le président Macron qui a dit « Nous sommes en guerre ». Et pour empêcher cet état de guerre, il y a une intervention de l'État. Comment s'est-elle faite? Elle a été opérée par une cascade, je dirais, de textes juridiques et législatifs qui ont essayé de donner une certaine assise, de façonner, de mouler des mesures sanitaires. Pour ce qui est du droit des pays d'Afrique francophone, nous le savons tous, il est moulé sur le modèle français. Et la réponse à la crise est inscrite dans un registre classique, avec la prise de mesures de police administrative, avec les mises en quarantaine dans des pays comme le Burkina Faso, avec des déclarations d'état d'urgence sanitaire dans des pays comme le Togo, le Niger, la RDC, et même une application putative de la théorie des circonstances exceptionnelles qui est reflétée par l'article 16 de la Constitution française. Donc vous le voyez bien, on a eu des mesures restrictives, mais ces mesures restrictives devaient rester exceptionnelles et proportionnelles, c'est-à-dire conformes au respect des droits de l'homme. C'est une problématique importante. Donc au final, on voit que cette Covid-19 a entraîné un tournant en matière de coopération. Parce qu'on a eu de nombreux appels à la coopération, mais surtout, on a eu la diplomatie du Covid. La diplomatie du Covid, au début de l'épidémie, c'est la diplomatie des masques. Avec la Chine, qui s'est singularisée comme grand distributeur d'équipements médicaux, de masques d'envoi de personnel au début de l'épidémie, et qui, d'une certaine manière, a affirmé son soft power, smart power, qui a utilisé ces nouvelles routes de la soie sanitaire pour affirmer son pouvoir géopolitique. Et aujourd'hui, on est dans la phase de diplomatie vaccinale, puisque vous voyez bien, les questions de vaccins masquent beaucoup de luttes d'influence diplomatique entre les pays, entre la Chine, la Russie, l'Inde, qui sont des producteurs de vaccins et qui essayent chacune de valoriser leurs intérêts. Le Mozambique a reçu 200 000 doses de Sinopharm, le Cameroun aussi. Mais on voit bien que même les États-Unis sont en train de multiplier les gestes d'ouverture. Ils ont fait un don de 300 000 doses au Cameroun et l'Union africaine en a acheté quelques 500 000. Ça nous amène au deuxième mouvement. Et vu que la pendule et le temps m'invitent bientôt au silence, je vais évoquer ce deuxième mouvement avec brièveté, qui est le Covid comme révélateur des logiques de solidarité et d'opportunité. Bon, le réveil de solidarité, il se voit à travers les initiatives. Il y a des initiatives de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine qui a reçu 144 millions de dollars pour son fonds de gestion du Covid. Mais surtout, ça montre que désormais cette question est un bien public mondial. Un bien public mondial, c'est un bien non rival, c'est-à-dire un bien dont la consommation ne réduit pas la quantité qui est disponible pour les autres. Et c'est un bien qui est non exclusif. Et le dernier mouvement, c'est que cette pandémie, elle nous a révélé les capacités endogènes africaines de résilience. En fait, nous étions des parias planétaires, nous sommes désormais des conquérants. On le voit avec la pharmacopée traditionnelle qui a émergé tant à Madagascar qu'au Bénin, au Gabon, au Cameroun, avec Ngulbetara, la puissance de la terre.
elle nous amène à nous rendre compte de quoi? De la fragilité des États aussi bien grands que petits. Voilà, monsieur le directeur, chers professeurs, chers collègues, les préoccupations dont cette leçon a tenté modestement, mais la modestie n'est pas la première de mes qualités, je vous rassure, de faire des efforts. Et il vous incombe à vous, héritiens, parce que cette leçon vous était destinée. Vous qui provenez d'horizons divers, politologues, juristes, scientifiques, il vous incombe de porter haut l'étendard de la dynamisation des relations internationales africaines. Et c'est là que je me révèle de mon portrait de juriste, parce que j'ai fait une leçon de politique. Cette dynamisation ne peut pas se faire sans les règles juridiques, parce que mutata lex non perit. Le droit qui n'évolue pas meurt. Je vous remercie.